Alors que le navire des pirates apparaît sous une lueur venant d'un trou géant dans le ciel, avançant progressivement en direction du Corteso, on peut entendre l'équipage de ce dernier crier « Impossible ». Ils se demandent si les pirates viennent réellement de couler 2 navires de guerre. D'après eux, ce n'est pas quelque chose que de simples pirates peuvent faire. On nous montre ensuite le capitaine des pirates sur le pont de son navire, posant ses mains sur ses hanches, il semble observer en face de lui avec ses 5 canons prêts à tirer. Soudain il se met à rire follement. Ouvrant grand la bouche, il semble se régaler à l'avance des événements qui vont suivre. On nous explique que, quelques minutes plus tôt, les pirates avaient repéré le navire Corteso à l'horizon, entouré de 2 vaisseaux de guerre. Aussitôt un des pirates a crié à son capitaine, que le Corteso est là. Le subordonné Borgne, paniquant derrière le capitaine qui était en train d'observer devant lui avec une longue vue, lui dit immédiatement qu'il y a 2 navires de guerre qui accompagnent le Corteso. Il demande alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le capitaine baisse ensuite la longue vue, puis dit aux pirates avec le cache-œil de la fermer. Il ajoute, que quelqu'un résoudra ce problème pour eux. L'instant d'après, une autre personne est apparue sur le pont, dos aux pirates, vêtue d'une longue robe noire. Une puissante énergie semble émaner de cette personne. Le capitaine annonce alors en tendant le bras vers le gars, que c'est son invité spécial. Qu'il est venu spécialement pour ce jour. Il ajoute, que cette personne n'a pas été facile à inviter. Sous la cape noire, se trouvait en fait un mort-vivant avec des yeux violets brillants. Celui-ci semble être en train de murmurer des mots dans une langue étrange, puis ferme subitement sa mâchoire en même temps qu'il crée des boules d'énergie dans ses mains. Alors que les 3 hommes regardent la créature faire une démonstration de ses capacités, leur capitaine ordonne de bien retenir l'information comme quoi, ce mort-vivant est une liche appelée « Seigneur du Lard ». Que c'est son atout pour garantir la réussite de leur raid. Le pirate Borgne, stupéfait, ouvre la bouche en écoutant le discours étrange et effrayant de la liche, des gouttes de sueur coulent sur son visage à ce moment-là. À un moment donné, le pirate au cache-œil agite sa main de frayeur, tout en faisant un bruit de panique. Il se réfugie ensuite derrière son capitaine, tandis que le capitaine lui, les bras croisés, regarde le gars avec mécontentement. Le capitaine des pirates, agacé, conclut avec irritation que son subordonné est vraiment idiot. Ce dernier le regarde avec un air coupable tout en se grattant la tête. On peut entendre au même moment, les paroles étranges de la liche qui semble continuer son action sans se soucier des personnes autour. Alors que la liche avait rejoint ses mains, générant une vive lueur accompagnée d'une aura sinistre, on peut entendre au même moment la voix d'un des pirates dire, qu'il n'a entendu parler d'un tel être immortel qu'une seule fois dans sa vie. Que le fait d'en voir un en vrai lui donne des frissons. La personne ajoute, qu'elle a l'impression d'être dans un cauchemar. On peut voir que c'est le pirate au cache-œil qui est en train de parler. Levant ses mains, il affirme qu'il pensait que son capitaine était devenu fou d'avoir décidé d'attaquer le Corteso, alors que celui-ci était sous la protection de 2 vaisseaux militaires. Le capitaine lui réplique de manière menaçante, que s'il ne se taisait pas, il lui arracherait son dernier œil. Après ces mots, le pirate Borgne lève les pouces avec un sourire approbateur, proclamant que son capitaine est un pionnier qui laissera son empreinte dans l'histoire de la piraterie pour avoir passé un contrat avec une liche. Flatté, le capitaine pirate se met à rire en entendant les paroles du pirate Borgne, lui demandant si lui aussi pense cela. Il confirme alors, que cela est effectivement vrai. On peut voir que parallèlement à la discussion des pirates, la liche poursuivait son sort pendant ce temps. Levant les mains et s'entourant d'une intense énergie qui continuait de croître chaque seconde. Soudain la liche ouvre la mâchoire en levant ses bras en l'air, comme s'il avait fini de préparer son sort. On peut voir apparaître à ce moment-là dans le ciel, un nuage géant en forme de crâne de mort vivant avec une intense lumière violette lui sortant des yeux. En dessous de celle-ci apparaît 3 énormes lances de glace tranchantes sortant d'un genre de portail magique, flottant dans le ciel au-dessus des 3 navires. La mage de combat de la tour magique, qui protégeait l'un des 2 vaisseaux de guerre, remarque cela et se met aussitôt à lever la tête dans les airs pour analyser ce qu'il se passe. Elle reste figée, choquée, en observant les lances de glace se former dans le ciel. Le mage de l'autre vaisseau de guerre escortant le Corteso, remarque également cela. Surpris, il demande avec un ton inquiet, qu'est-ce qu'il se passe au-dessus d'eux. Sans plus attendre, la mage de combat maîtrisant la magie de l'élément eau, commence aussitôt à déployer son pouvoir en tendant ses mains vers le ciel. Son collègue maîtrisant la magie de l'élément feu, fait de même en levant son bras. Il semble donner le maximum pour contrer le sort ennemi. Les blocs de glace tranchants commencent ensuite à tomber, se dirigeant droit vers les 3 navires. Le mage musclé maîtrisant la magie de l'élément feu, crie en tendant sa main en avant,
concentrant toute son énergie pour contrer les lances de glace en approche. On peut voir que les lances de glace sont entrées en contact avec un dôme magique servant de bouclier, cependant celui-ci ne semble pas résister. Commençant à fissurer à différents endroits, après que la pointe des lances de glace soit parvenue à le transpercer. Alors que des morceaux de la barrière magique volaient autour de la mage maîtrisant le pouvoir de l'eau, celle-ci tente malgré tout de résister en déployant désespérément sa magie. Cependant l'instant d'après, on peut voir à l'expression de son visage, que malgré tous ses efforts, elle n'est pas parvenue à empêcher la réussite de l'attaque ennemie. Aussitôt les énormes lances de glace à la pointe acérée, se sont mis à couler les deux navires de guerre escortant le Corteso, ne leur laissant aucune chance de s'en tirer. En voyant cette scène, le capitaine pirate éclate de rire. Il s'exclame à cet instant, « Allons gagner de l'argent les gars !» Comme pour inviter son équipage à débuter leur assaut sur le Corteso. Tout l'équipage du navire pirate s'est alors mis à crier de joie en entendant les mots de leur capitaine, certains lèvent leur arme en l'air, manifestant leur hâte de passer à l'action. Le capitaine pirate s'approche ensuite de la liche avec prudence, il semble assez intimidé par la présence de la créature. Il s'adresse à cet instant à la liche en s'exclamant, que c'était vraiment impressionnant seigneur du lard. Qu'il a réussi à détruire tous les navires de guerre en un seul coup. Le mort-vivant se retourne alors brusquement vers le capitaine pirate, puis en le regardant avec ses yeux brillants d'une lueur rouge, il rétorque que c'est étrange. Surpris par la réaction de la liche, le capitaine pirate qui semblait plutôt confiant avec ses subordonnés, pense à ce moment-là, qu'il a failli se chier dessus de peur. Se mettant dos au capitaine pirate, la liche qui est enveloppée d'une aura violette, affirme qu'elles étaient trois. Alors que le capitaine pirate accrète l'écoute avec attention, le mort-vivant ajoute qu'il avait précisément invoqué 3 lances de glace. Tout en observant le Corteso, qui est le seul navire encore intact après l'attaque de la liche, on peut entendre la voix de celle-ci demander « Comment se fait-il que le 3e navire est toujours indemne ?» Joignant ses mains sur sa poitrine tout en s'inclinant légèrement, le capitaine pirate répond tout en veillant à ne pas offenser la liche, que le seigneur du lard avait pourtant discuté avec lui de l'importance de ne pas couler ce 3e navire. Le capitaine pirate ajoute en transpirant nerveusement, qu'ils doivent utiliser les passagers de ce navire comme otages. En entendant ces mots, l'imposante créature se retourne pour fixer le capitaine pirate avec ses yeux rouges. Le capitaine pirate se met aussitôt à bégayer de peur, s'exclamant qu'il est désolé. Se sentant obligé de baisser les yeux devant la liche, ce dernier pense mentalement à ce moment-là, foutue tête de mort. Nous révélant qu'il n'a pas vraiment le contrôle sur les agissements de celui-ci. Le mort-vivant explique ensuite qu'il les a attaqués afin de les empêcher de fuir ou de résister, car ça aurait été pénible à gérer. Il précise qu'il a volontairement diminué la puissance de la lance de glace qui devait cibler le Corteso, afin de ne pas couler le navire. Confus, le capitaine pirate fixe le mort-vivant tout en lui demandant de quoi il parle au juste. Alors qu'on nous montre de plus près la tête de la liche avec ses yeux brillants d'une lueur rouge, on peut l'entendre en même temps répondre au capitaine pirate qu'il y a quelque chose d'inhabituel sur ce bateau. Pendant ce temps, sur le Corteso, tous les passagers sont en panique, courant dans tous les sens pendant que le capitaine essaie de contrôler la situation en affirmant que les élèves doivent se calmer et suivre les ordres de l'équipage. On peut voir que malgré la panique à bord, une personne portant un genre de sweatshirt à capuche blanc reste tranquillement assis sur un coffre dans un coin du navire, sans montrer aucune trace de peur ou d'excitation par rapport à la situation plus qu'alarmante. Bien qu'on nous montre la personne de plus près, on ne peut cependant pas encore voir distinctement son visage, qui est à moitié caché dans l'ombre. On peut toutefois noter que la personne semble être un garçon blond, et a l'air de pousser un long soupir de fatigue. Lucas et Isabelle se tiennent à ce moment-là au milieu du pont, complètement déconcertés par ce qu'il se passe. Cependant, ils ne cèdent pas à la panique générale. À la place, ils observent sans rien dire. Isabelle, la bouche ouverte de surprise, s'exclame choquée que les navires de guerre ont été détruits. Lucas, remarquant l'inquiétude d'Isabelle, soupire légèrement en la regardant. Il caresse ensuite calmement la tête de sa partenaire, lui demandant de ne pas s'inquiéter, car ce ne sont que des pirates. Cette dernière reste figée, un peu embarrassée par l'action de Lucas. Alors qu'Isabelle se demande mentalement, juste des pirates? Lucas, lui, ajoute que ce n'est pas ce qui le préoccupe le plus. Tout en regardant les navires de guerre qui les escortaient, couler progressivement dans l'eau, Lucas affirme qu'il y avait 3 lances de glace, mais que celle qui aurait dû toucher leur navire a complètement disparu en plein vol. Isabelle, jetant un regard choqué dans la direction des navires de guerre détruits, demande à Lucas si c'est pas lui qui est intervenu pour écarter cette menace. Ce à quoi Lucas répond
que ce n'était pas lui. Réfléchissant en silence, l'expression de Lucas semble montrer un peu de crispation. Repensant au moment où le sort de la liche s'était formé dans le ciel, Lucas se rappelle avoir senti les fluctuations de mana approchantes, mais n'avait pas pu l'arrêter. Il a, à ce moment-là, une pensée pour Frey, pensant finalement que Frey n'est pas différent de lui. Selon Lucas, son esprit s'est vidé dès le moment où il a senti une présence similaire à celle du demi-dieu. Il se demande si ses souvenirs des 4000 ans d'emprisonnement dans l'abîme le répriment. Lucas montre un regard sombre en repensant à son passé dans l'abîme, des gouttes de sueur coulent de son visage à ce moment-là. Alors que sa main commence à trembler nerveusement, Lucas se dit qu'il doit se ressaisir. Que bien que la sensation qu'il a ressentie lui fait penser au demi-dieu, ce n'est pas le demi-dieu. Il forme ensuite un point avec sa main, le faisant arrêter de trembler, puis en arrive à la conclusion que c'est le mana d'une liche qu'il ressent actuellement. Levant les bras, Isabelle déconcertée, demande qui avait donc arrêté la troisième lance de glace si ce n'est pas Lucas. Ne semblant pas connaître la réponse à cette question, Lucas lui rétorque « Qui sait ?» Il met ensuite sa main sur son visage, couvrant sa bouche avec, tout en fermant un œil. Alors qu'on nous remontre le gars au sweatshirt blanc assis sur le coffre, on peut entendre en même temps la voix de Lucas dire que bien qu'il n'a aucune idée de qui cette personne peut être, il pense tout de même qu'ils doivent lui en être reconnaissants. Car selon lui, cette personne a protégé le navire. Soudainement, un bruit retentit. Le navire pirate vient d'entrer en contact avec le Corteso. Les étudiants présents sur le pont du Corteso crient aussitôt de peur et se mettent à paniquer en voyant cela. Les pirates, profitant de la situation, s'approchent du bord de leur navire, amenant plusieurs échelles en bois pour traverser vers le Corteso. L'équipage du navire pirate fait ensuite tomber les échelles sur le Corteso, afin de relier les deux navires. Une fois les deux navires reliés ensemble, les pirates s'avancent immédiatement vers le Corteso arme à la main. Voyant ces derniers venir sur leur navire, le personnel travaillant sur le Corteso commence à crier de terreur, que les pirates les envahissent. On peut voir que les pirates attaquent impitoyablement le personnel sans défense du Corteso. On peut entendre certains crier et implorer pour leur vie, cependant les pirates ne montrent aucune pitié. Les gens sur le pont s'enfuyaient de peur, mais Lucas et Isabelle restent calmes au milieu de toute cette agitation. On peut entendre à ce moment-là une personne hurler, que ce sont vraiment des pirates. Une autre crie le mot « maman ». Une personne avec des bottes noires marche ensuite bruyamment sur le pont du Corteso, avançant tranquillement à côté des corps sans vie. On peut voir que c'est en fait le capitaine pirate, qui vient rejoindre ses subordonnés déjà présents sur le Corteso. En face d'eux se tiennent les membres encore vivants du personnel du Corteso, ainsi que les étudiants effrayés de l'Académie Westroad. Tout en regardant l'équipage du Corteso, le pirate au cache-œil dit en tenant un couteau, qu'il avait l'impression que le Corteso était un petit navire, mais qu'il est surpris de constater qu'il contient en réalité beaucoup de passagers. Regardant les personnes présentes sur le Corteso, le pirate Borgne commence à compter ceux dont il pense qu'ils sont issus d'une famille riche, et commence à s'exclamer « 1, 2, 3 ». Après avoir fait son calcul, il affirme ensuite qu'il y a environ une quarantaine d'entre eux. Il déclare en riant qu'il se pourrait qu'ils n'aient plus besoin de travailler pour le reste de leur vie. L'instant d'après, on peut reconnaître le capitaine pirate, qui semble sourire malicieusement. Se tenant devant ces hommes, le capitaine des pirates prend la parole pour s'adresser aux passagers du Corteso en s'exclamant « Bonsoir mes petits étudiants avec beaucoup d'argent et de rêves. Nous sommes vos amis, les pilleurs sanguinaires. » Se tenant debout devant le groupe de passagers encore vivants du Corteso avec un sabre à la main, le capitaine Mac Martinez leur demande s'il sait au moins de quel navire il s'agit. Le capitaine des pirates lui rétorque aussitôt avec un sourire satisfait que bien sûr qu'il sait. Que c'est un coffre au trésor rempli de descendants de familles riches. Après avoir entendu les paroles de leur capitaine barbu, tout l'équipage pirate éclate de rire. Un d'entre eux semble carrément se tordre de rire. Voyant cela, un étudiant en chemise blanche à manches retroussées répond courageusement aux pirates, indigné de la manière dont les pirates osaient se comporter. Il demande « Comment un sale pirate ose-t-il parler comme ça ?» Le capitaine Mac Martinez et un membre du personnel du Corteso se sont retournés de surprise en entendant un étudiant répondre aux pirates derrière eux. Le capitaine du navire pirate lance ensuite un regard méprisant à la personne intrépide qui a osé lui répondre. De l'autre côté du navire, se tient un étudiant debout devant des caisses, habillé en uniforme blanche avec une cravate bleue. Serrant le poing, l'étudiant déclare avec colère que les pirates ne réalisent pas vraiment la situation dans laquelle ils se sont mis. Il ajoute
que le Corteso est rempli d'étudiants exceptionnels qui deviendront de grands magiciens un jour. Il hurle ensuite que malheureusement pour eux, les pirates avaient choisi de piller le mauvais navire, les traitant d'enfoirés. Le capitaine Mac Martinez regarde l'étudiant avec inquiétude, lui demandant de ne pas taquiner davantage les pirates. Cependant l'étudiant en question semble déjà se préparer à affronter l'équipage pirate. Il croise les bras sur sa poitrine, murmurant des incantations avec un regard concentré. Une aura bleue commence à l'envelopper à ce moment-là. À cet instant, un projectile vient d'être lancé à toute vitesse, si rapide qu'on n'arrive pas à l'identifier distinctement. L'instant d'après, les yeux de l'étudiant qui vient de parler s'écarquillent ensuite subitement. On peut voir qu'un couteau vient d'être lancé sur l'étudiant rebelle, le clouant aux caisses en bois derrière lui. Cela brise immédiatement le sort que l'étudiant était en train de préparer. C'était sans surprise le capitaine des pirates, qui en rigolant explique au jeune homme qu'il ne sait pas dans quoi il s'embarque, l'appelant morveux. Il ajoute que l'étudiant est plutôt naïf de croire qu'on le laisserait finir d'incanter son sort sans rien tenter. L'étudiant, cloué aux caisses par le couteau, tremble de terreur et commence à transpirer. Le gars regarde ensuite en panique le couteau tranchant planté dans la caisse en bois juste à côté de son visage. On peut voir que le couteau a même égratigné une petite partie de son cou. Voyant cela, tous les étudiants qui sont sur le pont du Corteso commencent aussitôt à s'affoler avec plus de vigueur, hurlant de peur. Seuls Lucas et Isabelle restent calmes au milieu de toute cette agitation. Alors qu'on peut entendre crier « Pourquoi ça devait tomber sur ce navire ?» Ou encore « Sauvez-moi !» Lucas, lui, pense à ce moment-là que quelqu'un avait dévié la trajectoire du couteau, qui était censé voler droit vers le cou de l'étudiant rebelle. Lucas remarque ensuite le gars en sweatshirt à capuche, qui lui aussi ne semblait pas fuir comme les autres étudiants paniqués du Corteso. Lucas en déduit que c'est certainement lui qui a dévié le couteau de sa trajectoire. Il semble également soupçonner cette personne d'être celui qui a protégé le Corteso de la lance de glace. Alors que l'étudiant rebelle ciblé par le couteau du capitaine pirate est toujours en état de choc, on peut entendre une voix s'adresser à lui, lui disant que ce n'est pas un adversaire dont il peut s'occuper. On peut voir que c'était le gars en sweatshirt à capuche qui vient de lui parler. Ce dernier ajoute « Ne te mets pas en danger et reste docilement par terre ». Le pirate borgne, étonné que son capitaine ait pu manquer sa cible, s'exclame « Mon Dieu capitaine! Comment avez-vous pu louper ça ?» Le capitaine pirate, agacé par les propos de son subordonné, lui répond en croisant les bras « De la fermer ». Pour se sortir de la situation, il lui dit juste qu'il l'a fait exprès car c'est un otage précieux. L'expression du visage du capitaine des pirates devient ensuite plus sérieuse, sortant 3 kunai entre les doigts, il déclare « Maintenant fini de jouer. Passons aux choses sérieuses. » Choisissant une personne au hasard parmi les étudiants, il s'exclame « Bien. On va utiliser ce binoclard. » Les yeux écarquillés, l'étudiant concerné montre un air inquiet. Effrayé par l'attention soudaine des pirates menaçant envers sa personne, l'étudiant commence à reculer par peur et finit par tomber, s'exclamant « Non ». Tandis que les autres étudiants le regardent sans pouvoir faire quoi que ce soit. Soudain, le pantalon de l'étudiant effrayé se mouille, et une petite flaque d'urine se forme sur le sol en bois. Se bouchant le nez à cause de l'odeur, le capitaine pirate s'exclame « Mon Dieu !» Le pauvre bébé s'est pissé dessus. Il ordonne ensuite à l'un de ses subordonnés de nettoyer l'étudiant à lunettes. Le pirate avec le bandana vert et des couteaux attachés au bras, répond aussitôt « Oui capitaine ». S'étant approché de l'étudiant, il le saisit ensuite brusquement puis le jette sur son épaule, l'emportant avec un sourire malicieux. À ce moment-là, la personne avec le sweatshirt à capuche intervient, criant au pirate d'arrêter. Cependant le pirate ne s'est pas arrêté pour autant, il jette sans hésitation l'étudiant à lunettes par-dessus bord d'un seul mouvement. En panique dans l'eau, le jeune homme tente de nager désespérément, balançant ses bras de manière désordonnée tout en criant à l'aide. Suppliant que l'on vienne le sauver. Continuant de se débattre dans l'eau, l'étudiant à lunettes se fait de plus en plus distancé par les navires. Restant seul dans l'eau, entouré de débris. Finalement, ne sachant pas nager, il finit par disparaître sous l'eau. Seuls les débris de bois et un tonneau sont encore visibles à la surface de l'eau. Tandis qu'une étudiante était horrifiée en voyant cela, se couvrant le visage de tristesse. Un des étudiants observe encore la scène en affirmant que Orca, un mage 2 étoiles, vient de se faire cruellement tuer. Pendant ce temps, le capitaine pirate, l'air ennuyé, se gratte l'oreille avec son petit doigt.
Révoltés par les agissements des pirates qui semblent n'avoir aucune considération pour leur vie, deux étudiants se manifestent pour venger leurs camarades. Celui aux cheveux bleus, ayant fait apparaître un arc magique de couleur bleue, s'apprête à tirer 3 flèches d'un coup avec son arc. Il traite à ce moment-là les pirates, de sales pirates détestables. Le second, aux cheveux longs et portant un ruban sur la tête, concentre son énergie dans ses mains avec colère tout en s'exclamant « Comment osez-vous faire ça à Orca ?» Examinant la cire d'oreille sur son petit doigt, le capitaine pirate souffle dessus, ne semblant pas du tout prendre les initiatives des deux étudiants au sérieux. Il prononce à cet instant les mots « blablabla », affirmant que ses étudiants sont beaucoup trop bruyants. Après cela, les deux étudiants attaquent en même temps, envoyant leur sort dans la direction des pirates, bien déterminés à venger leurs camarades noyés. Leurs attaques frappent aussitôt deux pirates, électrocutant l'un et déchiquetant le corps de l'autre. Toutefois, le capitaine des pirates ne semble pas du tout alarmé, il observe les attaques des étudiants arriver vers lui en croisant les bras, comme si ces attaques ne représentent pas encore une menace pour lui. Au dernier moment, juste avant que les attaques des étudiants de l'atteignent, une substance sombre se matérialise devant lui, prenant la forme d'une spirale. S'étant complètement déployée, la matière agit comme un bouclier et neutralise les attaques des deux étudiants en colère, protégeant par la même occasion le capitaine pirate, sans qu'il n'ait eu besoin de faire un seul geste. Les deux étudiants sont déconcertés de voir leur attaque se faire neutraliser aussi facilement, ne comprenant pas comment l'homme à la barbe avait réussi cela. Le capitaine des pirates sourit ensuite joyeusement, alors que la magie qui l'a protégé est encore visible autour de lui. L'instant d'après, la matière sombre et violette qui protégeait le capitaine pirate, prend une forme offensive, se projetant aussitôt vers la direction des deux étudiants qui viennent d'attaquer avec leur magie. Ces derniers ont juste le temps d'esquiver avant que la matière noire et violette ne les attaque de manière répétée comme un déchaînement de fouet. On peut voir que la matière en question prend de l'ampleur, grandissant de plus en plus, formant un tourbillon brillant d'une lumière violette éclatante. Celle-ci continue en même temps de se déchaîner, en frappant des rafales de coups dévastateurs en direction des étudiants désemparés. Tout d'un coup, une silhouette avec une lueur rouge menaçante sortant de ses orbites, commence à progressivement émerger des bandes de matière noire. L'étudiant aux cheveux bleus, tombé au sol, s'exclame stupéfait, que cela ne pouvait pas être réel. Alors que la silhouette se matérialise complètement, on peut déjà deviner à son apparence de quel personnage il s'agit. On entend au même moment la voix de l'étudiant aux cheveux bleus répéter « C'est. » Comme on pouvait s'y attendre, on peut voir que c'est en fait la liche qui a fait un contrat avec le capitaine des pirates. La voix de l'étudiant aux cheveux bleus conclut également avec beaucoup de surprise à cet instant, que c'est une liche. Debout à côté de Lucas, Isabelle également surprise de l'apparition de la créature s'exclame « C'est ça une vraie liche ?» Lucas se contente d'observer tranquillement, sans dire un mot, son visage ne reflète aucune émotion. Voyant cela, le capitaine Mac Martinez s'adresse familièrement aux pirates en pointant du doigt la liche, leur demandant s'ils ont formé un contrat avec un être immortel. Alors qu'on nous montre l'apparence à la fois intimidante et effrayante du mort-vivant, avec des yeux brillants d'une lueur rouge tel un Terminator. On peut entendre au même moment la voix du capitaine Mac Martinez dire aux pirates qu'ils ont perdu la tête, que les êtres immortels ne font pas de contrat avec les mortels. Tentant de faire comprendre aux pirates qu'ils étaient simplement en train de se faire manipuler par cette liche. Debout devant la liche, le capitaine pirate pose sa main sur son menton et conclut, avec un sourire, qu'ils ne sont intéressés que par l'argent, parce qu'ils sont des pirates. On peut voir que tout le monde est concentré sur la conversation entre le capitaine des pirates et le capitaine Mac Martinez. Lucas et Isabelle ne font pas exception. Au même moment, on peut entendre la voix du capitaine Mac Martinez dire aux pirates qu'ils sont fous. Que même l'amour de l'argent a une limite. Pendant ce temps, collé par une Isabelle très apeurée, Lucas tente de la repousser, déclarant qu'elle est trop proche et que ça lui donne chaud, et cela même s'ils sont actuellement dans un environnement plutôt humide, étant au milieu de la mer. Lucas regarde ensuite la fille, perplexe, il semble surpris de voir à quel point Isabelle a peur. Les yeux fermés et tremblant de peur, cette dernière ne voulait pas lâcher Lucas. Elle s'accroche fermement à son bras, comme s'il était le seul à pouvoir la protéger dans cette situation. Se tenant en face du groupe de pirates et de la liche, Isabelle toujours collée à Lucas affirme en regardant les pirates, qu'ils ne sont pas de simples pirates. Elle ajoute que c'est un désastre. Alors qu'une grande masse nuageuse noire dégageant une énergie de couleur violette, se forme au-dessus des deux navires, on peut entendre la voix d'Isabelle dire, qu'étant une liche, cette entité doit être au moins de niveau 5 étoiles. Que maintenant,
Elle comprend pourquoi les mages de combat 4 étoiles n'ont rien pu faire. Soudain, le capitaine pirate se retourne, étonné d'entendre derrière lui la voix de la liche demander à ce que quelqu'un se montre. Il continue à observer l'imposant mort-vivant qui était entouré d'une aura violette, surpris qu'il se soit subitement mis à parler. D'une voix intimidante et menaçante, la liche poursuit ses propos en s'exclamant que celui qui a bloqué sa magie doit se montrer. Scrutant la foule de passagers du Corteso, la liche déclare qu'il sait que la personne est parmi eux. Le capitaine Mac Martinez est bouche bée en entendant les paroles de la créature. Les yeux brillants de rage, la liche exige que la personne se montre maintenant. Que s'il continue de se cacher? Ne terminant pas tout de suite sa phrase, la liche lève sa main, puis concentre son pouvoir. Aussitôt, plusieurs lances de glace sont apparues dans le ciel. Manipulant une importante quantité d'énergie avec sa main levée, la liche reprend son discours en affirmant qu'il allait immédiatement tuer tous les passagers du Corteso si la personne qu'il demande ne se manifeste pas. Voyant les lances de glace que la liche vient de créer, 2 étudiants observent la scène choqués, complètement paralysés de peur. Le capitaine Mac Martinez, également abasourdi par ce qu'il voit, avale sa salive, totalement effrayé. On nous montre ensuite la scène vue de loin, les lances de glace se dressaient en plusieurs rangées au-dessus du navire, et les cris des passagers effrayés pouvaient être clairement entendus à cette distance. Regardant la liche étaler sa puissance ainsi, le capitaine des pirates tente doucement de l'approcher pour le dissuader en s'exclamant « Seigneur Dullard !» Puis expose les conséquences d'une telle action spontanée, cependant il ne trouve pas le courage d'aller au bout de ses propos lorsqu'il voit la liche le fixer du coin de l'œil. Ce dernier, contrarié par les conseils inutiles du capitaine des pirates, lui lance un regard menaçant avec ses yeux rouges. Sentant la pression du regard menaçant de la liche sur lui, le capitaine pirate détourne à nouveau les yeux en se grattant la tête, se disant à ce moment-là que cette liche est putain de terrifiante. Soudain, une personne portant des bottes noires commence à avancer délibérément dans la direction du mort-vivant. Portant un vêtement à capuche, la personne se présente devant la liche, attirant l'attention de cette dernière pendant qu'elle manipule son sort de lance de glace. Fixant la personne avec ses yeux rouges, la liche demande s'il est bien celui qui a arrêté sa magie. L'homme sous la capuche répond calmement que c'est bien le cas, en bougeant à peine les lèvres. La liche exige immédiatement que l'homme donne son nom. On constate alors que cette personne est la personne portant un sweatshirt à capuche, que Lucas avait déjà identifié comme étant celui qui a sauvé le Corteso de l'attaque de la lance de glace. Le gars saisit alors la capuche de son sweatshirt et la retire calmement, dévoilant son visage. Ayant probablement reconnu cette personne, les étudiants présents sont choqués de le voir, ne s'attendant certainement pas à le voir ici. Isabelle, qui est toujours accrochée au bras de Lucas, ouvre également la bouche de surprise. Lucas, avec les yeux à moitié fermés, semble moins choqué que les autres. Il s'exclame en le voyant « Je me demande où je l'ai vu ». Pendant ce temps, le gars en sweatshirt à capuche avait déjà dévoilé son visage. Il s'exclame ensuite que son nom est Peruanjoun. Ayant reconnu le nom, Isabelle incline la tête sur le côté, répétant le nom du garçon d'un ton interrogatif, « Peruanjoun ?» Lucas, perplexe, lui demande aussitôt si elle le connaît. Isabelle explique ensuite que tout le monde connaît Peruanjoun dans leur académie. Qu'il est le chef du plus prestigieux club de l'académie, le Cercle Tromen. Qu'en plus, il est le fils légitime d'une des 3 familles les plus influentes de l'Empire, la Maison Jaune. On entend à cet instant la voix de Lucas demander « Oh, vraiment ?» Isabelle ajoute ensuite que Peruanjoun avait également d'excellentes notes. Que lui et elle sont toujours en compétition pour la première place dans le classement de l'Académie Westerod. Après cette déclaration, Lucas demande en affichant un air ennuyé si Isabelle ne serait pas en train de se vanter là. Ce à quoi elle répond en se cachant derrière lui que non. Pas du tout. Alors qu'on nous montre Peruanjoun afficher une expression sombre, on peut entendre au même moment la voix d'Isabelle admettre que bien qu'elle et Peruanjoun ont des notes presque similaires, Peruanjoun lui, avait un niveau bien plus élevé qu'elle. S'étant rendu compte que Peruanjoun est réellement à bord du Corteso, des étudiantes sur le pont commencent aussitôt à rougir, ne s'attendant pas à voir ici le plus célèbre étudiant de l'académie. Une d'entre elles s'exclame « Seigneur Peruanjoun ?» Une autre étudiante demande « Seigneur Peruanjoun était sur ce navire ?» L'instant d'après, tous les étudiants semblent se réjouir de savoir que Peruanjoun est à bord du Corteso. On peut entendre certains crier « C'est le Seigneur Peruan ». D'autres, voyant en Peruanjoun le sauveur dont ils ont besoin, s'exclament « Merci mon Dieu ».
Nous sommes sauvés. Même Isabelle semble voir de l'espoir en Peruanjun, elle affirme que c'est probablement lui qui a annulé la magie de la liche. Qu'il doit certainement être capable de s'occuper de la situation, cependant avant qu'elle ne finisse sa phrase, la voix de Lucas intervient, lui disant de ne pas trop espérer. En entendant ça, Isabelle regarde Lucas interrogative, lui demandant pourquoi il dit cela. Affichant un visage impassible, Lucas regarde en face de lui sans rien dire. Puis en observant l'expression fatiguée de Peruanjun qui respire difficilement et possédant des traces de liquide rouge sur sa lèvre, Lucas signale à Isabelle que ça doit être assez difficile pour Peruanjun de rester correctement debout en ce moment. Regardant dans une autre direction, Lucas lance ensuite un regard froid. On peut voir qu'il observait en fait la liche, il dit alors que celle-ci doit avoir un niveau minimum de 5 étoiles. Selon Lucas, bien que Peruanjun semble avoir atteint l'éveil, forçant son corps à expulser toutes ses impuretés dans un effort surhumain. Il ajoute que cependant, Peruanjun vient tout juste d'atteindre le niveau 5 étoiles. D'après lui, l'écart entre le niveau de Peruanjun et la liche reste monstrueux. Alors qu'on nous montre la scène fatidique, où Peruanjun a dû agir pour contrer la lance de glace dévastatrice de la liche qui s'approchait dangereusement du Corteso, on entend au même temps la voix de Lucas dire que le simple fait que Peruanjun soit encore en vie après avoir annulé une magie bien supérieure à son propre niveau est déjà un miracle en soi. Pour Lucas, Peruanjun a joué avec les forces du destin et a survécu, mais pour combien de temps? Surtout il se demande ce qu'il va faire maintenant. Acquiesçant, Isabelle inquiète, demande aussitôt à Lucas s'il est à un niveau plus élevé que la liche. Avec un air ennuyé, Lucas répond que non. Lucas profite ensuite d'avoir l'attention d'Isabelle pour lui demander à nouveau de bien vouloir se décoller un peu de lui, car il fait toujours aussi chaud. La concernée ne semble pas se préoccuper plus que ça de ses paroles. La scène revient ensuite sur Peruanjun, qui a toujours l'air aussi fatigué. Il pense à cet instant qu'il n'aurait pas dû choisir de monter sur ce navire. Se tenant debout sur le pont couvert de débris, Peruanjun se dit alors qu'il semblerait que son choix d'opter pour un navire avec peu d'étudiants afin de rester discret était finalement une mauvaise idée. La main tremblante, Peruanjun pense qu'il a réussi à arrêter l'attaque de lance de glace de la liche par chance. Il affirme sentir que son corps peut s'effondrer à tout moment, après avoir dépensé autant d'énergie pour contrer l'attaque de la liche. Tout en observant le redoutable mort-vivant, qui lui paraît être un géant à côté de lui, Peruanjun se dit « Merde !» que ce n'est pas un adversaire qu'il peut affronter. Soudain la liche prend la parole, fixant Peruanjun, il s'exclame « J'ai beaucoup de chance aujourd'hui !» Montrant son apparence effrayante, la liche fixe Peruanjun avec son regard brillant d'une couleur rouge, en déclarant « Qui aurait cru que je trouverais un excellent matériel comme toi ici ?» Considérant donc Peruanjun comme une ressource, une sorte de matière première exceptionnelle tombée du ciel. En entendant cela, Peruanjun choqué, regarde la liche avec un air effrayé. La liche le regarde également, les yeux brillants d'une lueur rouge débordante. Ne tenant pas le regard de la liche, Peruanjun se met à fermer les yeux, succombant à la pression énorme dégagée par le mort-vivant. Une voix s'adresse ensuite au capitaine des pirates, lui demandant « Quel est son but ?» Étonné que l'on s'adresse à lui, le capitaine pirate pointe le doigt sur sa tête, histoire de s'assurer que c'est bien à lui que l'on parle. Montrant un sourire malicieux, il répond « Pas grand-chose ». Prenant un ton sarcastique, il proclame que tous ces précieux enfants passent par le dangereux archipel d'Oscal. Et qu'il ne pouvait juste pas s'empêcher d'intervenir. Alors qu'on peut voir les étudiants encore en panique derrière le capitaine Mac Martinez, on entend en même temps le capitaine des pirates ajouter sur le même ton que ce qu'il veut dire, c'est qu'ils vont proprement escorter ces jeunes enfants à leur destination. À savoir, Cosymphonie. Car après tout, ils sont amis avec tout le monde. En entendant son capitaine dire cela, un des pirates s'exclame avec ironie, « Bon sang, notre capitaine est vraiment quelqu'un de bien. » Le pirate au cache-œil ne put s'empêcher d'éclater de rire en écoutant les propos de ses collègues. Prenant un air plus sérieux, le capitaine des pirates dit ensuite que bien sûr, ils ne pourront commencer à les escorter qu'après avoir reçu l'avance du paiement que l'équipage du Corteso leur devra, pour les avoir escortés en toute sécurité. Ayant suivi les échanges entre les pirates et l'équipage du Corteso depuis le début, Lucas conclut mentalement que finalement les pirates ne font ça que pour l'argent. Pendant ce temps, baissant la tête, Peruanjun n'a toujours pas dit un seul mot. Il se décide ensuite à prendre la parole, expliquant au pirate qu'il a une suggestion à faire. Observant le jeune homme, le capitaine des pirates semble intrigué de le voir soudainement prendre la parole. Dévoilant la solution qu'il avait en tête,
Perion-Joon propose alors que les pirates ne gardent que lui comme otage. Alors qu'on nous montre le capitaine des pirates en train de se curer le nez, on peut entendre Perion-Joon continuer ses propos en affirmant que la maison Joon peut payer le double de ce que les pirates ont prévu de gagner aujourd'hui. Il ajoute que par conséquent il supplie les pirates de bien vouloir libérer les autres. Tout en montrant la liche avec sa main, le capitaine des pirates rétorque aussitôt « Es-tu idiot ?» Il ajoute qu'ils ont avec eux le seigneur du lard, un être immortel. Qu'ils peuvent tout aussi bien prendre l'argent que Perion-Joon leur offre, et même celui des autres étudiants. Le capitaine pirate demande ensuite pour quelle raison devrait-il écouter Perion-Joon alors qu'il a la possibilité de tout prendre? Alors qu'on nous montre l'expression incrédule du capitaine pirate face à la proposition qu'on vient de lui faire, on peut entendre Perion-Joon déclarer au même moment que le capitaine des pirates a raison. Debout en face du capitaine des pirates et la liche, Perion-Joon ajoute qu'il n'est pas assez puissant pour affronter la liche que le capitaine des pirates a embauché. Mais que cependant, les yeux brillants d'une lueur éclatante, Perion-Joon semble encore avoir de l'énergie en réserve. Déterminé, il poursuit ses propos en affirmant qu'il est plutôt confiant sur le fait qu'il peut entraîner les pirates dans la mort avec lui, tout en déployant une puissante énergie bleue qui recouvre son corps. Choqué par ces paroles, le capitaine pirate observe Perion-Joon avec étonnement, illuminé par l'énergie de ce dernier. Mettant sa main devant sa bouche, Lucas regarde la scène avec intérêt, comme s'il pensait que les choses devenaient intéressantes. Tout en regardant Perion-Joon, il pense mentalement qu'il commence à l'apprécier de plus en plus. Il trouve que c'est un gars impressionnant pour quelqu'un de son âge. Lucas dit ensuite que le futur de ce pays est brillant. L'entendant marmonner quelque chose, Isabelle le regarde en lui demandant « Qu'est-ce qu'il vient de dire ?» L'instant d'après, on nous montre un gros plan de la bouche du mort-vivant, celui-ci s'exclame soudainement qu'il refuse. Déployant subitement une vague d'énergie sombre et violette en direction de Perion-Joon, la liche affirme qu'au niveau actuel de Perion-Joon, son mana doit avoir un goût merveilleux. Ce dernier, voyant l'attaque de la liche arriver vers lui, regarde avec inquiétude. Il se déplace ensuite vers l'arrière, essayant d'échapper aux lianes d'énergie sombre et violette lancées par la liche. Tout en contrôlant ces lianes à distance, la liche déclare qu'il va absorber le mana de Perion-Joon jusqu'à la dernière goutte. Puis ajoute qu'il utilisera ensuite son corps pour créer un pantin immortel. Parvenant finalement à attraper Perion-Joon avec ses lianes d'énergie sombre et violette, la liche lui dit qu'il est déjà à lui. Le capitaine des pirates observe cette scène en souriant, montrant un air satisfait. Il s'exclame à ce moment-là, « Vous avez entendu? Les négociations ont échoué. » Il ordonne par la suite à ses hommes de ramener tout l'équipage du Corteso à bord de leur navire, insistant bien sur le fait qu'il ne doit faire aucune exception. Aussitôt les pirates se sont exécutés, se mettant à courir en direction des membres de l'équipage du Corteso avec vigueur. On peut voir que les étudiants de l'Académie Westeros ne peuvent opposer aucune résistance face aux pirates impitoyables. On peut entendre des voix crier « Sauvez-moi ! S'il vous plaît !» On reconnaît dans la foule d'étudiants en panique, Jacques, le camarade de David qui s'amusait à harceler Fred dans le passé. Les pirates ne rencontrent aucune difficulté à maîtriser chaque étudiant, même ceux qui montraient auparavant un esprit rebelle et combatif. Tous se sont fait arrêter puis ligoter. On peut voir que les pirates n'épargnent pas non plus les filles, attrapant celles-ci en affichant une expression perverse sur le visage. Une d'entre elles crie à ce moment-là, « Non. Lâche-moi. » Une autre hurle, qu'elle va vomir. En voyant cela, le pirate au cache-œil s'exclame en rigolant, « Beau travail les gars. » Il regarde ensuite autour de lui tout en disant, « Voyons voir. » Qu'il devrait peut-être lui aussi, n'allant pas au bout de sa phrase, il semble avoir repéré quelque chose qui attire son attention. On peut voir qu'il avait en fait ciblé Isabelle, s'exclamant immédiatement, « Waouh! Quelle beauté !» Ayant remarqué l'intérêt soudain du pirate pour sa personne, Isabelle, accrochée au bras de Lucas, le regarde avec confusion. Le pirate Borgne ne tarde pas à avancer en direction de Lucas et Isabelle, s'adressant à Isabelle, il demande si elle veut jouer avec lui. Il dit ensuite à la jeune fille de ne pas s'inquiéter, car il n'est pas un homme méchant. Alors qu'Isabelle se cache aussitôt derrière Lucas en voyant le pirate arriver vers eux, Lucas lui, gêné par autre chose, demande à Isabelle si elle est consciente qu'il fait chaud. Lucas regarde ensuite dans la direction du pirate Borgne avec indifférence, on entend en même temps la voix du pirate dire « Est-ce que la brindille devant la fille peut se décaler ?» Intrigué par la question du pirate, Lucas tourne d'abord la tête à sa gauche. Puis il regarde à sa droite,
pensant certainement que le pirate s'adressait à une autre personne que lui. Avec un air ennuyé, il regarde le pirate borgne en demandant « Moi ?» Tout en fixant Lucas en souriant, le pirate borgne lui rétorque « Oui. » Que c'est bien à lui qu'il parle. Appelant Lucas, la brindille non brûlée. Déçu par le comportement du pirate, Lucas s'exclame en s'appuyant sur ses hanches « Bon sang. Fais attention à ton attitude morveux. » Choqué par la réaction de Lucas, le pirate borgne lâche un « Hein ?» Il rigole ensuite en regardant Lucas, puis répond « Vraiment ?» Traitant Lucas de brindille de merde, il affirme avec assurance que c'est l'heure de sa raclée. Il ajoute « Pas vrai ?» Le pirate se met ensuite à faire craquer ses doigts, il dit en même temps que Lucas ne pourra s'en prendre qu'à lui-même pour ce qui va lui arriver. Il ordonne ensuite à Lucas de s'approcher de lui. Défiant le pirate du regard, Lucas lui répond avec arrogance « Toi approche. » Il ajoute « Qui es-tu pour m'ordonner de venir vers toi ?» Ayant entendu les propos de Lucas, Jacques qui s'est fait ligoter avec d'autres étudiants, s'exclame « Lui ? Il vient de dire quoi ?» Un autre étudiant s'adresse à Lucas, lui demandant de ne pas attiser les flammes. Jacques crie ensuite en s'adressant à Lucas « Frais. T'es devenu aveugle par ta récente popularité ? Ferme-la et reste tranquille. » Il ajoute « Putain d'imbécile. » Remarquant le garçon enrobé, Lucas, ne tenant pas du tout compte de ce qu'on vient de lui dire, rétorque « Oh toi ? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Comment vas-tu ?» Commençant à perdre patience devant le comportement de Lucas, le pirate borgne montre une expression agacée. Il fait ensuite un pas décidé vers la direction de Lucas, se décidant certainement à passer à l'action devant l'insolence de Lucas. Le pirate au cache-œil dégaine alors son couteau, s'apprêtant à corriger le jeune homme impertinent. Il crie à ce moment-là les mots « Tu sais qui finit par mourir en premier dans ce genre de situation ?» Choqué par les propos du pirate, le groupe d'étudiants ligotés dont fait partie Jacques, regarde la scène redoutant le pire. Également entravé par le pouvoir de la liche, Péruanjoun semble également montrer un air inquiet en entendant les paroles du pirate borgne. Lucas lui, ne sourcille pas, il regarde le dangereux pirate avec une expression complètement indifférente. S'étant lancé sur Lucas avec son arme, le pirate borgne finit sa phrase en hurlant que ce sont ceux qui ne peuvent pas comprendre la situation comme Lucas qui meurt en premier. Le traitant de « tête grise ». Effrayée par l'approche du méchant pirate borgne, Isabelle se réfugie dans le dos de Lucas, criant de peur. L'instant d'après, sans que l'on ne comprenne ce qui vient de se passer, on voit le pirate borgne blessé au visage, du liquide rouge lui sort de la bouche et du nez. Une partie de ses dents semble s'être arrachée, comme s'il venait de recevoir un coup super violent. On peut voir que le pirate borgne s'est en fait violemment projeté par Lucas, juste avant qu'il n'atteigne ce dernier. Le mouvement de Lucas était si rapide, que personne n'a pu le voir bouger, seule la position de sa jambe nous donne un indice sur ce qu'il vient de faire. La puissance de l'attaque de Lucas est telle, que le pirate borgne finit carrément par se faire éjecter du navire. Tout en regardant le corps du pirate borgne quitter le navire, Lucas s'exclame « Oh ! Donc tu le savais !» Lucas semble être d'accord avec les propos du pirate borgne, approuvant qu'en effet, les premiers à mourir sont bien ceux qui ne comprennent pas la situation. Entraîné hors du navire après s'être pris le coup dévastateur de Lucas, le pirate borgne finit sa course dans l'eau. Les autres pirates sont choqués en voyant ça, ils ne semblent pas en croire leurs yeux. Observant la scène stupéfait, un des étudiants ligotés s'exclame « C'était quoi ça ?» Alors qu'on peut voir Lucas debout, poussant Isabelle derrière lui afin de la mettre en sécurité. On peut entendre en même temps des voix dire « N'est-ce pas vrai ? Le loser éternel de notre académie. » Péruanjoun observe à ce moment-là Lucas, alors que celui-ci se tenait tranquillement debout sur le pont du Cortesso. Encore stupéfait par ce qu'il vient de voir, Péruanjoun les yeux écarquillés, pense mentalement, ce mouvement à l'instant. D'après Péruanjoun, c'était un mouvement amplifié de mana. Que Lucas a frappé son adversaire avant même que son épée ne puisse l'atteindre. Que c'était tellement rapide, qu'il a lui-même eu du mal à suivre. Tout en regardant attentivement Lucas, Péruanjoun se dit qu'il était déjà conscient que Lucas était talentueux. Mais il n'aurait jamais imaginé que Lucas avait atteint un niveau de contrôle de mana aussi avancé. La scène revient ensuite sur Lucas, qui continue de garder Isabelle derrière lui en faisant barrière avec son bras. Cette dernière s'exclame à ce moment-là, « Frais !» Lucas pose ensuite sa main sur sa tête, surprenant la jeune fille qui le regarde sans comprendre. Redressant la tête d'Isabelle, Lucas lui dit de ne pas flancher et de regarder attentivement. Il ajoute
qu'aucun de ces pirates n'est plus fort qu'elle, à part la liche. La fixant du regard, Lucas déclare qu'elle devrait pouvoir se défendre elle-même. Il demande ensuite, « N'ai-je pas raison mademoiselle la mage ?» Se tenant la tête, Isabelle regarde Lucas intriguée. Se demandant certainement si son pouvoir latent aurait été détecté par Lucas. Pendant ce temps, du côté des pirates, c'est la crise de nerfs. La défaite humiliante de leurs camarades les laisse stupéfaits. Devant eux se tient Lucas, qui les observe attentivement sans dire un mot. Affichant une expression sombre sur le visage, Lucas reste silencieux. Encore confus par ce qu'ils viennent de voir, les pirates regardent dans la direction de Lucas tout en s'exclamant « Que vient-il de se passer à l'instant ?» Essayant de se trouver une raison pour expliquer ce qu'il vient de voir, le pirate au bandana vert déclare « Mon Dieu ! Quel stupide ce borgne !» Il ajoute que le pirate borgne a bêtement trébuché juste parce qu'il était trop excité. L'instant d'après, Lucas est comme téléporté devant le pirate au bandana vert. Ce dernier, encore dans ses pensées, est choqué de voir apparaître devant lui le jeune homme aux cheveux gris. Choqué par l'apparition soudaine de Lucas, il s'exclame aussitôt « Putain ! Quoi ?» Cette action attire l'attention de la liche, cette dernière regarde la scène avec intérêt. Alors que la lueur rouge dans ses yeux s'intensifie, la liche pense à cet instant que Lucas est rapide. Une attaque se produit ensuite, faisant jaillir du liquide rouge en grosse quantité. Une vive lumière semble émaner du centre de l'attaque. On voit ensuite le pirate au bandana vert crier du douleur, la couleur de ses yeux vire au blanc. On peut voir que l'auteur de cette attaque est Lucas, qui vient de transpercer le corps du pirate avec son bras. Une forte énergie s'échappe de son bras à ce moment-là. Lucas s'exclame à cet instant que les pirates auraient dû accepter les négociations de Péruanjoun. Montrant un regard déterminé, Lucas affirme avec froideur que contrairement à Péruanjoun, lui il n'est pas aussi sympa. Inquiet pour leurs camarades, un des pirates s'exclame « Vice-capitaine ». Un autre, en colère, traite Lucas de bâtard. Tout en regardant les pirates mécontents de voir un des leurs se faire attaquer, Lucas dit que malgré son apparence, il n'a encore jamais tué d'humain auparavant. Il ajoute que, cependant, alors qu'on nous montre à nouveau le pirate au bandana vert, qui est également le vice-capitaine des pirates, avec du liquide rouge lui sortant des yeux. On entend au même moment la voix de Lucas dire que pour lui, les gens comme ces pirates ne sont plus des humains. Aussitôt le reste de l'équipe pirate se sont tous mis à se lancer dans la direction de Lucas arme à la main, s'exclamant au sujet de Lucas, qu'il s'est fait pousser des couilles en acier lui. D'autres criaient « Tuez-le ». Cependant les regardant avec un regard impassible, le jeune homme ne compte pas se laisser faire. Ne perdant pas de temps, Lucas saisit ensuite fermement le vice-capitaine des pirates par l'arrière de son cou. Avant de violemment l'envoyer vers les pirates en approche, les heurtant avec force avant qu'ils n'atteignent la position de Lucas. Concentrant une grosse quantité d'énergie dans son bras, Lucas s'apprête à enchaîner avec une autre puissante attaque. Une lueur bleue de plus en plus intense se forme autour du bras de Lucas en même temps qu'il cumule son pouvoir. Il exécute ensuite son attaque, relâchant un rayon dévastateur sur les pirates devant lui. Cette attaque est si puissante qu'elle déchiquette littéralement les corps des pirates en plusieurs morceaux, ne leur laissant aucune chance de survie. Croyant avoir piégé Lucas, d'autres pirates surgissent de derrière son dos en criant que Lucas va se manger leur attaque en tenaille, avant de se ruer sur lui. Cependant, avant qu'ils ne l'atteignent, une lumière intense apparaît devant eux. Comme on pouvait s'y attendre, Lucas avait déjà préparé un nouveau sort pour les balayer tous en une fois. Tout en tendant ses deux bras, Lucas déploie une énergie qui semble continuer de croître à chaque instant. Une partie des vêtements de Lucas se déchire, ne résistant pas à la puissance incroyable du sort. À présent, Lucas semble avoir réuni une quantité importante de mana dans chaque bras. Voyant cela, le capitaine des pirates, debout devant la liche s'exclame choqué, « Impossible !» Pendant ce temps, Lucas continuait sa démonstration de puissance, neutralisant de nouveaux pirates en assénant coups de poing et coups de pied en même temps. Il lance ensuite un sort de tornade, emportant les pirates à proximité de lui dans de puissantes rafales de vent tournant en spirale. Alors qu'on pouvait entendre les pirates crier de douleur et se plaindre de leurs blessures, un groupe d'étudiants observe la scène avec stupéfaction, s'exclamant avec surprise que les pirates ne sont pas du tout à la hauteur face à Lucas. Un des pirates qui avait attrapé les étudiantes du Corteso regarde la prestation de Lucas avec étonnement se demandant « Mais qui est-ce » Au même moment, l'étudiante qui l'a attrapé lui ordonne de la lâcher. L'instant d'après, le pirate semble tout à coup surpris par autre chose. Il fixe devant lui
bouche bée. On peut voir qu'il est en fait choqué de constater qu'il est la prochaine cible de Lucas. Ce dernier était déjà en mouvement, se déplaçant à une vitesse fulgurante en direction du pirate. Lucas semble utiliser un sort de givre tout en se déplaçant vers le pirate, réduisant à chaque seconde la distance qui le sépare de ce dernier. Les yeux brillants d'une lueur bleue, Lucas avance avec détermination vers son adversaire. Une fois arrivé au niveau du pirate, Lucas donne un puissant coup de pied au gars, tout en prenant soin de ne pas toucher l'étudiante que le pirate avait capturée. Alors que Lucas est toujours dans les airs après avoir asséné son coup de pied au pirate, on voit aussitôt arriver d'autres pirates de tous les côtés. On entend à ce moment-là, la voix des étudiants qui regardent le combat dire que Lucas est encerclé. Alors qu'il semblait dos au mur, Lucas utilise la tête de l'un des pirates comme appui avec son pied. Puis il fait un impressionnant saut dans les airs au dernier moment, laissant les pirates s'attaquer entre eux. N'ayant pas pu arrêter leur mouvement lors du saut de Lucas, les pirates se sont blessés mutuellement avec leurs armes. On peut entendre à ce moment-là une voix dire « Pourquoi vous vous attaquez entre vous ?» La personne ajoute « Putain d'idiot !» Un des pirates s'exclame aussitôt qu'il va tuer Lucas. On nous montre ensuite un pirate chauve avec une cicatrice sur son œil gauche, et à qui il manque quelques dents. Il semble que ce soit lui qui vient de parler, il répète encore une fois qu'il va vraiment tuer Lucas. Au même moment, Lucas qui se trouvait encore dans les airs, prépare déjà sa prochaine attaque en joignant ses mains pour créer une boule d'énergie. Voyant cela, un des pirates, allongé au sol blessé s'exclame en criant « Putain !» Il fait quoi? Un autre pirate, armé d'un kunai, regarde en l'air en hurlant paniqué, attend une minute. Sale bâtard! Cependant, ne prêtant pas attention aux propos de ces derniers, Lucas s'apprête à exécuter sa nouvelle attaque. Ne montrant aucune pitié pour ses adversaires. Voyant l'attaque imminente de Lucas arriver sur eux, les pirates hurlent de frayeur. Lucas exécute ensuite son attaque, relâchant un rayon d'une puissance destructrice en direction des pirates. On aurait dit la célèbre technique de Kamehameha. N'étant absolument pas à la hauteur pour contrer cette attaque, les pirates se sont tout simplement fait décimer, on peut voir voler à ce moment-là, des morceaux de chair ainsi que du liquide rouge. Une fois l'attaque de Lucas finie, plus aucune personne vivante n'était visible à l'endroit où son attaque a frappé. Alors que la fumée générée par l'attaque était encore en train de se dissiper, on peut voir apparaître sur le pont, les restes de ces terribles pirates, à savoir leurs armes et des morceaux de chair calcinée. Lucas retombe ensuite tranquillement sur le navire, posant ses pieds au sol avec un mouvement contrôlé. Alors que la fumée est encore en train de se dissiper, Lucas apparaît debout, les cheveux soufflés par le vent. Entendant un bruit retentissant, Lucas tourne son regard dans la direction d'où vient le bruit. Un pirate chauve au gros bras avait pris Isabelle en otage, puis en s'adressant à Lucas il crie d'arrêter de les attaquer et de ne plus bouger. Serrant fermement Isabelle contre son torse, le pirate ajoute que si Lucas bouge un seul doigt, il tranchera la tête d'Isabelle. Lucas le regarde à ce moment-là avec un air sérieux, comme s'il planifiait sa prochaine action. Il demande ensuite au pirate de répéter ce qu'il allait faire exactement. Soudain, les yeux du pirate semblent montrer une expression de surprise, s'exclamant en même temps « Hein ?» Concentrant une magie au niveau de son ventre, Isabelle commence à faire une incantation pendant que le pirate est distrait avec Lucas. Cependant ce dernier ne tarde pas à remarquer ce que la fille est en train de faire. Au même moment, une lueur brillante est visible dans les yeux d'Isabelle. Alarmé, le pirate chauve regarde Isabelle avec inquiétude. L'instant d'après, une puissante énergie électrique frappe le corps du pirate, on peut entendre Isabelle crier à ce moment-là les mots « frappe éclair ». Complètement électrocuté par l'attaque d'Isabelle, du liquide rouge commence à sortir des yeux et du nez du bandit. De la salive mousseuse commence également à lui sortir de la bouche. Immédiatement après cela, le corps musclé du pirate s'écroule sur le sol, provoquant un bruit sourd. À cet instant, les gens sur le navire ainsi que le capitaine Mac Martinez regardent la scène bouche bée, ne s'attendant certainement pas à voir Isabelle se défendre par elle-même. Ligotée avec des cordes noires générées par le pouvoir de la liche, Peruanjoun est également choqué de voir qu'Isabelle pouvait se défendre. Se tenant aux côtés de la liche, le capitaine des pirates est également étonné de voir ce qui vient de se passer. Isabelle apparaît ensuite avec un air sombre, touchant ses cheveux du bout des doigts. Après quoi, elle se met à marcher tranquillement dans la direction de Lucas. Les mains sur la hanche, l'étudiante demande ensuite à Lucas avec fierté, comment a-t-il trouvé ses compétences. Montrant une expression ennuyée, Lucas rétorque que cet enfant est encore en train de frimer. On voit ensuite des mains applaudir.
À en juger par la couleur des vêtements, on peut deviner qu'il s'agit du capitaine des pirates. Isabelle et Lucas regardent aussitôt la personne en gardant un air perplexe, ne comprenant pas la raison de cette action inattendue. On peut voir qu'il s'agissait en effet du capitaine des pirates, celui-ci regarde Isabelle et Lucas en affirmant que leur combat était magnifique. Puis en s'adressant particulièrement à Lucas, il ajoute qu'il a été impressionnant. L'appelant « cheveux gris ». Il lui demande ensuite s'il n'est pas un garde du corps déguisé en étudiant. Selon le capitaine des pirates, les mouvements de Lucas ont trahi sa couverture. Faisant un signe de la main, il admet que Lucas l'a bien eu cette fois. Puis il se remet immédiatement à rire. Ne comprenant pas la réaction du capitaine pirate, Lucas le regarde intrigué. Regardant Lucas avec incertitude, le capitaine des pirates serre les dents. Levant la paume, il propose à Lucas de faire un marché. Le capitaine des pirates déclare ensuite qu'il a bien compris que Lucas n'est pas un homme ordinaire. Il demande ensuite si ce ne serait pas trop dur pour Lucas de s'occuper de tous ces hommes seuls. Souhaitant savoir ce que le capitaine pirate a comme idée derrière la tête, Lucas lui dit de parler. En montrant un large sourire, le chef des pirates prononce le mot « la moitié ». Alors qu'on nous montre les étudiants ligotés sur le pont, le capitaine des pirates précise qu'il ne prendra que la moitié des personnes sur ce navire, ce qui lui semble juste. Il demande ensuite ce que Lucas en pense. Dirigeant son regard dans la direction des étudiants, Lucas reste silencieux. Il regarde tout d'abord un coin du navire où on peut voir deux étudiants attachés ensemble, un d'entre eux appelle sa mère en pleurant. Puis dans un autre coin du navire, il voit un autre groupe d'étudiants ligotés, on pouvait voir Jacques parmi eux. Un des étudiants de ce groupe pleure en disant qu'il ne veut pas mourir. Fixant Lucas avec un regard malicieux, le capitaine des pirates ajoute « C'est intéressant, n'est-ce pas ?» Il affirme que de cette façon, Lucas pourra sauver la face pendant que eux, ils se feront un peu d'argent. Ricanant malicieusement, le capitaine des pirates déclare que tout le monde serait gagnant dans ce cas de figure. Fixant le capitaine pirate avec un air sérieux, Lucas répond qu'il est vraiment pourri jusqu'à la moelle. Il lui demande ensuite comment le capitaine des pirates peut dire que c'est une situation gagnant-gagnant, alors qu'il vient de massacrer une partie de son équipage. En entendant cela, le capitaine des pirates baisse la tête en écartant les bras, comme pour signifier que ce n'est pas une grosse perte. On nous montre ensuite un groupe d'étudiants ligotés, on entend au même moment la voix de leur capitaine demander à Lucas qu'il peut personnellement choisir lesquels il veut garder. Il précise qu'il ne peut choisir que la moitié d'entre eux. Immédiatement après cette annonce, une personne se met à parler, proclamant que Lucas devrait la choisir. Se précipitant en avant, la personne qui est en fait une étudiante, crie les mots « Choisis-moi Fray ». S'étant approchée de Lucas, elle supplie Lucas de la choisir tout en s'agrippant à son épaule. Fronçant les sourcils, la fille affirme avec énergie qu'elle est prête à le récompenser généreusement en retour. Elle propose aussitôt « Que dirais-tu de 100 pièces d'or ?» Une goutte de sueur coule sur la joue de Lucas alors qu'il regarde la fille avec un air attristé. On entend au même moment la voix de l'étudiante dire que si ce n'est pas assez, Lucas peut demander n'importe quoi d'autre. La fille supplie ensuite une nouvelle fois Lucas de la prendre avec lui. Une étudiante aux cheveux bleus regarde la scène, confuse. Tandis que l'étudiant à côté d'elle crie qu'il faut le prendre lui aussi. Les étudiants se ruent ensuite droit sur Lucas, criant qu'il lui donnerait 150 pièces d'or s'il les choisissait. Tandis que d'autres en offraient 200. Montrant une expression indécise sur le visage, Lucas déclare que cette situation le met dans l'embarras. Lucas s'adresse ensuite à Isabelle, lui demandant « Nous devrions faire quoi ? Recevoir l'argent ? On n'a même pas de quoi financer le voyage. » Ce à quoi, Isabelle répond en serrant fort les poings de colère, puis hurle qu'il ne peut pas faire ça. Soudain, un sourire malicieux apparaît sur le visage du jeune homme. Levant la main, Lucas déclare que la meilleure offre est de 200 pièces d'or. Il ajoute « Qui peut faire mieux ?» Les étudiants rétorquent aussitôt avec vigueur qu'ils donneront 300 pièces d'or. D'autres enchérissaient à 400 pièces d'or. Énervée, Isabelle demande à Lucas pourquoi a-t-il commencé une enchère. On nous montre ensuite les visages inquiets des étudiants, on peut entendre certains dire « Choisis-moi. Car ma vie vaut plus que toutes celles des autres. » Tandis qu'un autre objectait, s'exclamant « Non Fray. Qu'il faut le prendre lui, car il est le fils aîné de la famille Glion qui a une grande histoire. » Un troisième s'indigne, proclamant « Ne me faites pas rire. Je suis le génie qui deviendra le ministre du pays un jour. » Témoin de cette scène désolante, Isabelle fixe ses camarades perplexes.
On entend à ce moment-là, la voix de l'étudiant continuer ses propos en disant « Frère, quand j'aurai du succès, je te nommerai à une autre position. » Il ajoute « Réfléchis bien à celui qui te procurera le plus de bénéfices. » L'instant d'après, une voix ordonne aux étudiants de se taire. La personne ajoute qu'il lui casse les oreilles. À ce moment-là, ils se sont arrêtés de parler, puis se mettent à regarder dans la direction d'où vient la voix avec surprise. On peut voir que c'est en fait Lucas lui-même qui vient de parler. Alors que la première étudiante à avoir voulu être choisie par lui est toujours en train d'agripper son bras, il demande aux étudiants s'ils ne s'arrêtent jamais. Repoussant l'étudiante, Lucas s'exclame qu'elle était aussi trop proche, et qu'il avait chaud à cause de la foule et de cette humidité marine. Isabelle semble surprise par les actions de Lucas. Au même moment, on entend la voix de Lucas dire aux étudiants qu'on leur avait appris dès le berceau à bien jeter l'argent par la fenêtre. Il demande ensuite « Mais est-ce votre propre argent ?» Lucas répond aussitôt à sa question en disant « Non ». Il ajoute que c'est l'argent que leurs parents ont gagné par leur dur labeur. À cet instant, l'attention de tous les étudiants était tournée vers Lucas. Ils sont choqués par les paroles de ce dernier. Cependant Lucas poursuit ses propos en affirmant « Vous les jeunes, vous vous entraînez pour devenir mage, et là vous voulez juste sauver votre peau ?» D'après Lucas, c'est honteux. Il leur demande ensuite si c'est de cette façon que se comporte un mage. Pointant un doigt en avant, Lucas leur demande de bien l'écouter. Il déclare ensuite avec sérieux qu'un mage est d'abord et avant tout un héros qui protège les faibles. Il ajoute « Et ce, quelle que soit la gravité de la situation ». Comme pour éduquer ce groupe d'étudiants, Lucas leur répète qu'un mage doit toujours sauver les autres avant de penser à lui-même. Il leur demande ensuite s'ils ont bien compris. À ce moment-là, Isabelle incline légèrement la tête en rougissant tout en s'exclamant « Frère ». Aussitôt après avoir fait la morale aux étudiants, Lucas reprend aussitôt la parole en disant « Alors combien vous comptez payer ?» En entendant ça, Isabelle lui demande aussitôt avec agacement s'il souffre de troubles bipolaires. On peut voir que pendant que toute cette agitation a lieu, le capitaine des pirates et la liche observaient la scène à distance sans rien dire. Le capitaine pirate fronce ensuite les sourcils, montrant un air mécontent. Au même moment, la liche se met soudainement à bouger, ce qui attire l'attention du capitaine des pirates. Tout en observant la liche, le capitaine des pirates pense qu'il est silencieux comme un mort. Le traitant de tête de mort, il se demande si lui aussi avait peur de perdre contre Lucas. À cet instant, ouvrant légèrement la mâchoire, le mort-vivant s'exclame « Absurde ». Il ajoute qu'il n'y a aucun humain qu'il ne puisse battre. Ne s'attendant pas à cette réponse de la part de la liche, le capitaine des pirates est choqué. Se mordant sa lèvre inférieure, il réalise à cet instant que la liche est capable de lire dans les pensées. Il se demande alors instinctivement pourquoi ce putain de tête de mort n'avait-il jamais rien dit auparavant. Le capitaine des pirates corrige aussitôt les propos qu'il vient de penser, pensant à la place « Enfin je veux dire, Seigneur du lard ». La liche lui répond alors qu'il voulait simplement observer pendant un moment. Entendant ces paroles, le capitaine des pirates soupire en pensant « Bon sang. Je dois faire attention à ce que je pense maintenant ». Regardant Lucas en train de discuter avec Isabelle, la liche trouve que son mana brille d'un éclat qu'il n'avait encore jamais vu auparavant. Selon lui, Lucas doit certainement être un mage de combat compétent. Alors qu'une goutte de sueur coule sur la joue de Lucas, on entend la voix de la liche affirmer au même moment que malgré tout, Lucas n'est qu'un mage d'un niveau 5 étoiles au maximum. Soudain, la liche fait disparaître la robe noire qui le recouvrait, laissant apparaître des fentes lumineuses sur le corps, par lesquelles s'échappe une lumière de couleur rouge. Il déclare à cet instant que Lucas ne pourra pas rivaliser contre lui. Alors que des morceaux de matière sombre, qui étaient autrefois la robe noire que portait la liche, continuaient de disparaître progressivement, le capitaine des pirates, lui, observe la liche à ce moment-là en s'exclamant « Je savais que je pouvais vous faire confiance, Seigneur du lard ». L'instant d'après, Isabelle et Lucas se sont arrêtés de discuter ensemble pour regarder dans la direction où se trouve la liche. Alarmée, Isabelle regarde la liche la bouche ouverte d'étonnement. Lucas, lui, regarde également la liche avec une expression beaucoup plus sérieuse sur le visage. Les yeux du mort-vivant brillent ensuite intensément, ce dernier explique alors qu'il a déjà tué d'innombrables mages de combat du même niveau que Lucas. Il ajoute en s'adressant à Lucas qu'il doit renoncer à la vie et devenir sa propriété. Tout en s'étirant l'épaule, Lucas répond « Bon Dieu !» Que c'est carrément désagréable d'entendre la liche parler. D'après Lucas, il parle exactement comme le demi-dieu. Pendant que Lucas était en train de parler, une aura sombre jaillit dans l'air.
On peut voir que des objets pointus ressemblant à des poignards se sont matérialisés dans l'aura sombre, qui est en fait une manifestation du pouvoir de la liche. Ce dernier prononce à cet instant les mots « missile vivant ». Voyant cette magie, Isabelle crie aussitôt « ce sort », comme si elle reconnaissait cette magie. Passant à l'attaque avec son sort, la liche hurle à Lucas de mourir. Cependant ce dernier ne semble pas inquiété plus que ça, alors qu'on peut voir le sort de la liche s'approcher dangereusement de lui. Le sort de la liche, prenant la forme des tentacules, arrive à toute vitesse sur Lucas. Cependant ce dernier parvient à l'esquiver au dernier moment sans trop de difficulté. Voyant le sort de la liche arriver sur eux également, les pirates se mettent à se baisser et fuir en criant. L'instant d'après, les poignards acérés semblent ralentir dans les airs en changeant progressivement de direction. Ils font en fait demi-tour, pour s'orienter à nouveau dans la direction où se trouve Lucas. Ouvrant grand la bouche, Isabelle crie aussitôt à Lucas, « Fais attention Fray. C'est une magie à tête chercheuse qui continuera à te suivre. » Sautant dans les airs en faisant un mouvement rotatif pour esquiver le sort de la liche, Lucas répond en même temps qu'il le sait. En regardant cette scène, Péruon Jun pense avec inquiétude que c'est dangereux. En analysant la liche en train de manipuler ce sort, Péruon Jun pense que la fonction de guider le sort pour toujours suivre sa cible n'est pas quelque chose que le seigneur Dullard a besoin de faire. Selon lui, le sort se déplace de lui-même pour suivre la cible. Ce qui signifie selon lui, que la liche peut à tout moment lancer un autre sort en plus. Comme pour illustrer cela, on voit aussitôt la mâchoire de la liche s'ouvrir puis prononcer les mots « main d'os ». Alors qu'on voit Lucas en train de se déplacer pour éviter le sort missile vivant de la liche, qui arrive sur lui de plusieurs directions à la fois, on peut voir un autre sort apparaître sur le pont du navire. Soudain, plusieurs mains de morts-vivants surgissent du portail créé par le nouveau sort de la liche. Lucas ne semble pas encore avoir remarqué cela, il ne se concentre actuellement que sur l'esquive des poignards à tête chercheuse qui le traquent sans relâche. Soudain, ses yeux s'écarquillent de surprise. De nombreux bras de morts-vivants étaient déjà en train d'arriver sur lui à toute vitesse. Lucas semble cette fois devant une impasse. Souriant en voyant cela, le capitaine des pirates crie à ce moment-là que Lucas s'est fait avoir. Choqué par la vue de cette scène, Isabelle essaie d'appeler Lucas en panique. Un instant plus tard, une puissante explosion se produit à l'endroit où se trouvait Lucas. On peut voir que tous les bras de morts-vivants ainsi que les poignards à tête chercheuse foncent tour à tour droit dans la fumée pour infliger encore plus de dégâts à Lucas. Alors que l'explosion impressionnante se produit sur le pont du Corteso, il devient difficile d'imaginer que Lucas ait pu survivre à une telle attaque. Le souffle de l'explosion est si puissant qu'Isabelle s'est vue contrainte de dresser un bouclier magique bleu pour se protéger elle et ses camarades étudiants. Affolés, les étudiants essaient de se sauver du souffle de l'explosion, qui semble encore dégager une énergie violette appartenant à la liche. Isabelle lance alors un sort à ce moment-là. Positionnant ses mains parallèles l'une à l'autre, une aura bleue se forme autour d'elle. Soudain, ses yeux s'écarquillent d'étonnement. Observant l'endroit où l'explosion de l'attaque de la liche a eu lieu, Isabelle s'exclame « Fray ?» Alors qu'on peut voir un trou dans la barrière en bois du navire, on entend en même temps la voix d'Isabelle crier le mot « Fray ». Inquiète pour son camarade, Isabelle s'exclame en posant la main sur sa poitrine « Fray. S'il te plaît, réponds-moi. Fray. » Péruon Jun, qui est toujours ligoté par les lianes de la liche, regarde également avec inquiétude dans la direction où l'explosion a eu lieu. Ce dernier montre ensuite une expression de dégoût sur le visage, grinçant les dents il prononce le mot « merde ». On nous montre ensuite les 3 poignards du sort de la liche, qui semblent s'immobiliser dans les airs. En voyant cela, la liche semble confuse, comme si elle ne comprenait pas ce qui était en train de se passer. L'instant d'après, les poignards se sont dirigés à vive allure dans sa direction. La mâchoire baissée, la liche est choquée par cette réaction venant de son propre sort. Cependant les poignards se heurtent à une barrière de couleur violette, ne parvenant pas à atteindre leur cible. On découvre sans surprise que cette barrière a en fait été érigée par la liche afin de se protéger de ses propres poignards, désormais hors de son contrôle. Il regarde ensuite devant lui avec ses yeux rouges, perplexe. Les lianes qui retenaient Péruon Jun se mettent ensuite à se défaire sans que personne ne sache pourquoi. Ce dernier est lui-même étonné de voir cela se produire. Formant 2 boules d'énergie violette dans chaque main, la liche semble être en alerte. Étant de nouveau attaquée par les poignards, la liche lance ses boules d'énergie pour contrer leur attaque. Alors qu'on nous montre les poignards en partie détruits par l'attaque de la liche, on peut entendre celui-ci s'exclamer « Comment cela est-il possible ? Que les missiles vivants ne devaient prendre pour cible que la tête grise » en parlant de Lucas.
Les yeux brillants d'un rouge éclatant, la liche pense qu'une fois la cible du sort neutralisée, le sort est censé disparaître de lui-même. Il se demande alors, pourquoi les poignards l'ont-ils visé? Tandis que la liche était dans ses pensées, une silhouette floue d'un homme ressemblant à Lucas apparaît derrière lui. Regardant la scène avec stupéfaction, Isabelle et Perruanjoun semblent ne pas en croire leurs yeux. Les yeux de Lucas brillent d'un bleu menaçant alors qu'il est debout derrière la liche, ce dernier regardant devant lui, ne remarque pas la présence de Lucas. On entend au même moment la voix d'Isabelle demander en criant « Fray, tu vas bien ?» Aussitôt, la liche tourne la tête pour regarder derrière lui tout en s'exclamant « Quoi ?» Cherchant à voir Lucas, la liche se retourne pour la voir en visuel, cependant Lucas se déplace à chaque fois dans son dos, l'empêchant de la voir dans son champ de vue, à une vitesse si rapide qu'on a l'impression qu'il se téléporte. Lucas lui dit en même temps qu'il est moins affreux de dos car on ne voit pas son visage pourri. La liche se dit à ce moment-là, impossible. Que Lucas n'aurait pas pu arrêter toutes les attaques qui arrivaient sur lui de plusieurs directions à la fois, avant d'apparaître instantanément derrière lui. L'instant d'après, la liche fait un bond dans les airs en écartant ses bras. Fixant Lucas depuis les airs, la liche se demande si Lucas a réussi à faire tout ça sur le pont instable du navire. Il conclut que pour arriver à faire cela, Lucas a dû anticiper au moins 5 coups à l'avance. Ouvrant la mâchoire, la liche affirme que même lui n'en serait pas capable. Il ajoute que ce n'est pas quelque chose qu'un simple humain peut faire. Au même moment, debout sur le pont du navire, Lucas fixe la liche avec un regard confiant. Étant debout un peu plus loin derrière lui, Isabelle lui demande à nouveau s'il va bien. Lucas tourne alors la tête vers sa direction, puis la regarde. Elle se tenait là, surprise. Encore choquée de voir Lucas indemne. En le voyant ainsi, elle a l'impression de voir le légendaire Lucas Tromène. Le mage le plus puissant que l'humanité ait connu. Ne se doutant pas un instant que ce dernier est réellement réincarné dans le corps de Fray. Sa bouche s'ouvre alors légèrement de surprise, tandis que ses yeux écarquillés continuent de fixer Lucas avec insistance. Alors que Lucas la regarde debout devant elle, Isabelle imagine le Lucas Tromène légendaire du passé tenir la même pose, derrière celui qu'elle pense être Fray. Alors qu'une sueur coule sur sa tempe, elle prononce encore une fois le nom de Fray avec un ton interrogatif. Pendant ce temps, Perruanjoun lève les yeux vers le ciel, observant la boule d'énergie tournoyante que la liche était en train de créer. Il commence à dire à ce moment-là, ce son. Alors que la liche fait apparaître plusieurs lances de glace depuis le ciel, Perruanjoun termine sa phrase en disant « Des lances. Des lances de glace. » Il ajoute « Ce n'est pas le sort qui a fait couler les navires de guerre ?» Les autres étudiants se mettent aussitôt en alerte en voyant cela, ne sachant pas quoi faire face à cette nouvelle menace. Tout en envoyant ses lances sur le Corteso, le mort-vivant affirme avoir un mauvais pressentiment. Ajoutant qu'il devrait détruire le navire juste au cas où. L'instant d'après, une explosion se fait entendre lorsque les premières lances de glace atteignent le navire. Une nuage de poussière commence alors à s'élever dans les airs. On peut entendre la liche dire à cet instant que c'est dommage pour le mana de ce Perruan, mais il ne voit pas d'autre solution. Soudain il semble remarquer quelque chose qui attire son attention, ses yeux s'illuminent d'une lueur rouge plus vive à ce moment-là. On peut voir que le navire est en fait protégé par une énorme barrière magique, sur laquelle toutes les lances de glace de la liche sont venues s'écraser. On peut entendre au même moment, la voix de l'impitoyable mort-vivant crier avec surprise « Attends! C'est quoi cette immense barrière ?» On voit ensuite une main levée vers le ciel, au-dessus d'elle brille une vive lumière bleue. On peut constater que c'est en fait Lucas qui faisait ce geste, générant sans effort apparent un disque protecteur au-dessus de sa tête avec une seule main. La liche n'en croit pas ses yeux, s'exclamant avec stupéfaction que c'est impossible. Que Lucas est en train de bloquer la totalité de ses lances de glace. Perruanjoun est choqué en voyant cela, affirmant que c'est incroyable. Que même lui, il avait dû vomir du sang après avoir bloqué une seule lance de glace. Isabelle, immobile, se demande qui se tenait devant elle. Déçu par l'échec de sa précédente attaque, la liche crée un bloc de glace énorme qui ressemble à un iceberg. Furieux, il hurle les mots « Toi !» Un simple humain. Paniqué en voyant cela, Perruanjoun s'exclame « La taille de cette lance de glace est absurde. » Tout en faisant un mouvement avec ses bras, le mort-vivant lance sa nouvelle attaque sur le navire. Il s'exclame à cet instant « Meurs humain !» S'accroupissant sur le pont du Corteso, Lucas semble se préparer à sauter. Une fois prêt, on voit ensuite son pied quitter le sol. En observant la scène de loin,
On voit comme une colonne de lumière partir du navire pour entrer en collision avec l'énorme bloc de glace, détruisant celui-ci tout en la traversant, s'approchant par la même occasion de la terrifiante liche qui volait dans les airs, juste au-dessus de l'immense bloc de glace. Alors que son sort se fait briser en plusieurs petits morceaux de glace, la liche regarde la scène choquée, ne s'attendant pas à cette tournure des événements. En un clin d'œil, Lucas apparaît devant le mort-vivant, brisant au passage les derniers restes de l'énorme iceberg. La liche est étonnée de voir ce dernier apparaître devant lui sans aucune égratignure, tel un fantôme venu pour le hanter. Pendant ce temps, sur le navire, Isabelle et Péruanjoun ont combiné leur effort pour créer une barrière au-dessus du navire. On peut voir que leur barrière forme un dôme au-dessus du navire, protégeant celui-ci des fragments de glace qui tombent du ciel. Tout en fixant son adversaire avec ses yeux rouges, la liche crie qu'il n'y a aucun moyen qu'un faible de niveau 5 étoiles puisse rivaliser avec lui. Regardant la liche, Lucas dit avec assurance et calme que c'est parce qu'il connaît la voie. Alors qu'ils planaient tous les deux dans les airs, face à face, la liche demande ce que Lucas veut dire par là. Il lui demande s'il est en train de lui dire qu'il peut voir la voie au-delà du niveau 5 étoiles. Lucas, mettant sa main sur sa ceinture, conseille aux morts vivants de se ressaisir et de se battre plus sérieusement. Il ajoute que ça l'a excité d'avoir eu recours à des sorts plus puissants que missiles magiques. Que c'est la première fois que ça arrive depuis longtemps. Serrant les poings, la liche, frustrée, ordonne à Lucas de décliner son identité. Lucas, ouvrant ses paumes, se présente comme étant « Frey ». Un éternel loser de l'Académie Westroad, ajoutant que c'est comme ça qu'on l'appelle. Étonné par cette réponse, la liche rétorque « Que veut-il dire par « on l'appelle comme ça » ?» Regardant la liche avec une expression plus sérieuse, Lucas affirme que son vrai nom est Lucas Tromen. Il ajoute qu'il est revenu 4000 ans plus tard pour donner une leçon à des ordures comme lui. Il termine ses propos en disant qu'il est le mage le plus puissant de l'histoire. Regardant l'interaction entre Lucas et la liche depuis le navire, Péruanjoun et Isabelle discutent entre eux. Péruanjoun affirme qu'ils n'arrivent pas à les entendre car ils sont trop loin d'eux. Ce à quoi Isabelle rétorque « De quoi peuvent-ils bien parler ?» Montrant un air inquiète, Isabelle pose sa main sur sa poitrine tout en regardant le combat entre Lucas et la liche. La scène revient ensuite sur la liche, qui crie avec fureur que c'est impossible. Il lance ensuite un sort explosif sur Lucas, générant une fumée dense. Puis il déclare au même moment que Lucas Tromen est mort. Cependant l'instant d'après, Lucas apparaît à nouveau derrière lui, notant moqueusement une fois de plus que le mort-vivant est moins horrible de dos. Il y a ensuite comme une explosion au centre d'une intense lumière bleue, du liquide rouge semble en échapper. On peut voir que Lucas avait en fait attaqué la liche, transperçant la poitrine de ce dernier avec sa main afin d'en extraire le cœur. La liche hurle de douleur à ce moment-là, impuissant face à un Lucas impitoyable. Tenant le cœur de la liche dans la paume de sa main, Lucas l'appelle « le réceptacle de vie ». Il explique ensuite que tant que ce réceptacle reste intact, la liche ne peut pas mourir. Il lui demande ensuite « n'est-ce pas ?» Sentant sa fin approcher, la liche hurle aussitôt à Lucas d'attendre. On peut entendre au même moment la voix de Lucas dire que la localisation du réceptacle de vie varie selon les individus, que ça lui a pris un peu de temps pour trouver celui du Seigneur du Lard. Une boule d'énergie se forme alors autour de la liche, de plus en plus d'énergie converge vers son corps comme s'il allait exploser. Le crâne de la liche se fracture ensuite en plusieurs endroits, faisant se diviser la tête du mort vivant en plusieurs morceaux. Le corps de la liche commence ensuite à se décomposer, disparaissant progressivement dans l'air comme de la cendre en papier. Apparaissant seul, le bras encore tendu vers l'avant, Lucas remporte la victoire contre le redoutable mort-vivant. Montrant une expression sérieuse, Lucas regarde devant lui, le visage éclairé par l'aura bleue qui l'entoure. Alors qu'Isabelle est complètement abasourdie en voyant cette scène, Péruanjoun lui, tout aussi surpris par le dénouement de l'affrontement entre Lucas et la liche s'exclame « Il l'a vraiment battu ? Aussi facilement ?» Les pirates, regardant aussi la scène, réalisent avec horreur que leur tour allait venir. Le capitaine des pirates est complètement choqué par la tournure des événements, il s'exclame surpris « Hein ? Pourquoi le Seigneur du Lard est-il mort ? N'était-il pas supposé être immortel ? Pourquoi ?» Au même moment, une silhouette commence à se dessiner derrière lui, comme si une personne se téléportait là. On peut voir que c'est Lucas qui est apparu derrière le capitaine des pirates. Dégageant une énergie bleue brillant d'une lumière intense, Lucas montre une apparence menaçante. Le capitaine des pirates semble soudainement beaucoup moins confiant, voire même apeuré. Se retournant pour regarder Lucas,
le capitaine pirate ouvre la bouche de stupéfaction. On entend au même moment la voix de Lucas dire qu'il est inutile de le répéter, pas vrai? Il ajoute comme pour imiter les précédentes paroles du capitaine pirate, que les négociations ont échoué. Regardant le capitaine des pirates avec détermination, Lucas déclare qu'ils vont tous mourir ici. On nous montre ensuite le pont du navire, abîmé par endroits, mais surtout jonché de nombreux corps étendus au sol. Certains corps sont découpés en plusieurs morceaux. On assiste à la même scène sur une autre partie du navire, il ne semble y avoir que des corps de pirates à première vue. On nous montre ensuite le corps du capitaine des pirates, sur lequel on pouvait voir un trou énorme, emportant un de ses bras et creusant une partie de sa chair. Lucas se tenait dos au pirate mort, la main droite couverte de liquide rouge et regardant attentivement devant lui. Témoin de cette scène sanglante, des étudiants observent à distance en silence. Puis, comme pour enlever le sang sur sa main, Lucas fait un mouvement rapide du bras. Il regarde ensuite dans une certaine direction, il garde une expression assez sérieuse à ce moment-là. On peut voir qu'il regardait en fait tous les membres de l'équipage du Corteso, ils sont tous encore silencieux après avoir assisté au massacre des pirates par Lucas. Les yeux écarquillés, Isabelle semble le regarder avec une admiration sincère. On retrouve ensuite le navire, amarré au rivage, à un moment qui semble être le coucher de soleil. On peut voir des personnes porter un corps sur une civière, afin de le poser à côté d'autres corps allongés sur des draps blancs. Alors que Lucas était en train de marcher accompagné d'Isabelle, une voix s'adressant à lui se fait entendre, disant que c'était une prouesse extraordinaire. Cela attire alors son attention. On peut voir que c'est Peruan Jun qui est venu les retrouver après leur périlleux voyage à bord du Corteso. Il s'arrête alors un instant pour l'écouter. Regardant Lucas avec un air joyeux, Peruan Jun déclare qu'il est en admiration. Après que Peruan Jun ait dit cela, Lucas s'est immédiatement retourné comme pour reprendre le cours normal de sa marche. Confuse en voyant la réaction de Lucas, Isabelle se demande à cet instant s'il vient d'ignorer Peruan Jun. Mais soudain, quelque chose le fait se retourner. Peruan Jun vient en fait de s'incliner devant lui, s'exclamant que Lucas lui a sauvé la vie. Il ajoute qu'il ne l'oubliera jamais. Gênée par la réaction de Peruan Jun, Isabelle le supplie de relever la tête. Cette réaction semble également surprendre Lucas, il ne s'attendait visiblement pas à voir un noble comme Peruan Jun se comporter ainsi. Il ferme ensuite les yeux, puis soupire. Posant la main sur sa hanche, Lucas demande à Peruan Jun comment il se sent. D'après lui, après avoir arrêté la lance de glace de la liche, ses organes doivent être un peu chamboulés. Souriant légèrement, Peruan Jun répond qu'il va bien. Qu'il se sent même mieux après s'être débarrassé du sang impur. Ne croyant pas une seconde aux paroles de Peruan Jun, Lucas cligne de l'œil puis lui rétorque qu'il doit arrêter de bluffer. Agacé par son attitude, Isabelle lui dit aussitôt qu'il commence à devenir grossier envers la maison Junla. On nous montre ensuite une vue aérienne du quartier entourant le port, on entend en même temps la voix d'Isabelle dire « Frais. Que t'est-il arrivé exactement ?» On peut voir que les trois étudiants ont décidé de marcher ensemble, on peut entendre la voix d'Isabelle ajouter que Lucas a facilement battu une liche que même les mages de la cour auraient eu du mal à battre. Les trois étudiants passent ensuite devant un marchand de poissons, en s'adressant à Lucas, Peruan Jun s'exclame « Fray Blake. J'ai entendu parler de toi. Tu étais connu pour être l'étudiant le moins talentueux de toute l'histoire de l'Académie Westroad. » S'arrêtant de marcher, Peruan Jun regarde Lucas en lui disant que Lucas a commencé à gagner en notoriété que depuis quelques semaines. Il lui demande ensuite s'il a vraiment caché ses vraies capacités pendant tout ce temps. Faisant un geste désinvolte, Lucas répond « Qui sait ? Que même si c'est vrai, il n'y voit rien de spécial car ce sont des choses qui arrivent tout le temps dans la vie. » En entendant cette réponse, Peruan Jun le regarde surpris. Lucas lui, répond par un regard calme et assuré. Peruan Jun fait ensuite un signe avec ses mains, comme pour acquiescer, comprenant qu'il n'en apprendra pas davantage au sujet de Lucas. Il se retourne ensuite pour repartir, puis affirme sous le regard surpris d'Isabelle, que effectivement. Cela aussi est vrai. Puis soudain, il se retourne à nouveau, puis propose à Lucas de venir lui rendre visite chez lui un de ces quatre. Il ajoute qu'il aimerait convenablement remercier son sauveur. Ouvrant la bouche de surprise, Isabelle pense à ce moment-là que c'est une invitation personnelle de la glorieuse maison Jun. Ravie de ce revirement de situation, elle attend avec impatience le consentement de Lucas. Mais lui, se grattant la joue avec l'index, dit que s'il a le temps il passera. On entend aussitôt la voix d'Isabelle s'exclamer « Quoi ?
Énervée par la réponse hâtive de Lucas, Isabelle le prend à part puis lui explique qu'il est fou de ne pas accepter l'invitation de la Maison Jaune. Elle insiste en répétant « On parle de la Maison Jaune. » La Maison Jaune. Selon elle, il y a énormément de nobles qui ont recours à toutes sortes d'astuces dans le seul but de se rapprocher d'eux. Que Lucas, lui, ne trouve rien mieux à dire à part « si j'ai le temps ». Levant légèrement la tête, Lucas s'exclame « Ah oui !» comme s'il venait de réaliser quelque chose. Lucas se rapproche aussitôt de Péruan Jaune avec le sourire, tendant les mains vers lui comme s'il faisait la manche, il déclare « Péruan, prête-moi un peu d'argent ». Il ajoute que seulement 20 pièces d'or lui suffiraient. Sur le coup, Péruan Jaune est un peu surpris par cette démarche. Énervé par l'attitude de Lucas, Isabelle s'exclame avec rage « Frais, tu as osé ». Ne comprenant pas ce qu'il a fait de mal, Lucas lui demande aussitôt « C'est quoi le problème encore ?» Les deux camarades de classe se font alors face, puis commencent à se quereller à propos de l'argent et du comportement inapproprié de chacun. Isabelle lui demande comment il peut oser demander de l'argent en utilisant le prétexte d'une faveur. Elle ajoute « Lucas peut-il au moins agir comme un vrai mage ?» Non content d'entendre les propos de sa camarade de classe, Lucas rétorque « Waouh, t'es une comique toi. C'est la faute à qui si nous nous retrouvons dans cette situation? Qui t'a dit de ne pas ramener de l'argent ?» Les voyant se disputer, Péruan Jaune gêné, tente de les arrêter. Levant les paumes de ses mains vers le haut, comme pour signifier qu'ils n'ont pas besoin de se chamailler ainsi, Péruan Jaune explique que ça ne le dérange pas, mais il souhaite juste savoir pourquoi Lucas a besoin d'argent. Tout en retenant Isabelle qui ne s'arrête pas de le gronder, Lucas répond négligemment qu'il voulait utiliser la pierre de distorsion à Cosymphonie, et que c'est trop cher. Comprenant mieux la situation, Péruan Jaune rétorque « Oh, la pierre de distorsion ?» Péruan Jaune saisit alors son sac tout en déclarant « Donc c'est pour ça que vous vous dirigez vers la capitale. » Ayant retiré quelque chose de son sac, Péruan Jaune remet ensuite l'objet à Lucas tout en disant « Tiens. » Que comme c'est pour montrer sa gratitude, il n'attend pas de Lucas qu'il le rembourse. Lucas et Isabelle sont déconcertés en regardant l'objet que Péruan Jaune vient de remettre à Lucas. On peut voir dans les mains de Lucas que Péruan Jaune lui a en fait donné 3 pièces en or d'une valeur de 100 pièces d'or chacune. On peut entendre la voix de Lucas s'exclamer à cet instant « 300 pièces d'or ». Un peu mal à l'aise devant un montant aussi élevé, Lucas tend ses paumes vers Péruan Jaune en s'exclamant « Bon sang, je n'ai pas besoin de tout ça. 20 pièces d'or auraient suffi. » Cependant Péruan Jaune refuse, expliquant qu'il n'avait de toute façon pas de petite monnaie sur lui. Tout en souriant discrètement, Lucas pense à ce moment-là qu'il n'y a que les enfants des riches nobles pour réagir comme ça. Les 3 étudiants continuent ensuite à avancer dans la rue, lorsque Péruan Jaune se rappelle soudain de quelque chose puis dit que bien qu'il vient d'inviter Lucas à venir chez lui, il vient de se rappeler qu'il est actuellement en plein dans les préparatifs pour son mariage. Alors qu'Isabelle admire les stands de vente de poissons de la rue, on peut entendre Péruan Jaune continuer ses propos en affirmant qu'il est sûr que dès qu'il sera rentré chez lui, diverses choses à faire doivent probablement l'attendre là-bas. On entend aussitôt Lucas lui répondre « Vas-y. Arrête de frimer. » Se grattant la tête, Péruan Jaune lui rétorque qu'il ne doit pas dire ça car ce n'est pas une activité si amusante que ça en a l'air. Il ajoute que son père prend seul les décisions et les applique. Silencieux, le visage de Lucas devient subitement sombre comme s'il n'avait pas aimé ce qu'il vient d'entendre. Puis se tourne soudainement vers Péruan Jaune, avant de poser une question super gênante, à savoir si sa fiancée n'a pas une grande sœur. Essayant de créer de la distance avec ses mains, Péruan Jaune lui explique qu'il a entendu dire que sa fiancée vient du royaume de Luanoble. Ne le laissant pas finir sa phrase, Lucas interrompt Péruan Jaune en s'exclamant « On s'en fout », ajoutant que sa tante ferait aussi l'affaire. Ayant tout entendu, Isabelle agacée, demande à Lucas de modérer son comportement. Alors que le groupe reprend leur marche, Péruan Jaune continue ses propos en affirmant que sa fiancée est la fille de la maison Aquared. D'après lui, on dit de cette famille que c'est une famille impressionnante qui a donné naissance à de nombreux talentueux chevaliers. Péruan Jaune ajoute cependant qu'il n'est pas sûr qu'il puisse s'entendre avec eux. Péruan Jaune affirme ensuite que s'il savait que le fiancé est un magicien aussi faible que lui, il serait déçu. En entendant cela, Isabelle lui fait un clin d'œil en rétorquant « Est-ce ce que le meilleur étudiant de l'Académie Westerod devrait dire ?» Elle ajoute « Tu n'es pas faible. » Soudain, Lucas l'appelle par son nom. Péruan Jaune se retourne alors intrigué par sa réaction soudaine.
Posant ses mains sur les épaules de Perruanjoun, Lucas lui dit de ne pas se décourager car il a un beau visage. Mal à l'aise face aux compliments de Lucas, Perruanjoun se contente de répondre « Oh, merci ». Montrant un air beaucoup plus sérieux, Lucas lui demande de le contacter aussitôt qu'il saura si sa fiancée a une grande sœur ou une tante. Aussitôt, on entend une voix énervée crier « Frais ». C'était évidemment Isabelle, qui s'est immédiatement approchée de Lucas pour lui remonter les bretelles. Elle hurle à ce moment-là « Oh mon Dieu! T'es vraiment... Est-ce que ton esprit n'est rempli que de choses obscènes ?» Perruanjoun, qui habituellement garde toujours un air plutôt sérieux, se met tout à coup à rire en regardant cette scène de ménage entre Lucas et Isabelle. Ne pouvant pas se retenir, il finit par carrément avoir un fou rire. Surpris par la réaction de Perruanjoun, Isabelle et Lucas se retournent en entendant le rire. Ne s'arrêtant pas de rire, Perruanjoun pose sa main sur la tête alors qu'une larme commence à apparaître sur son œil gauche. Devant le regard confus d'Isabelle et Lucas, Perruanjoun affirme qu'il n'avait pas ri comme ça depuis longtemps, qualifiant ses camarades d'être trop marrants. On voit ensuite un pont, derrière lequel on peut voir le ciel avec des nuages dorés par le soleil couchant. On peut voir que Lucas, Isabelle et Perruanjoun sont debout au-dessus du pont. Il semble que le moment de leur séparation est arrivé. Perruanjoun déclare alors « Frais. Je vais prendre congé maintenant. » Il ajoute en fixant Lucas qu'il doit absolument venir visiter la maison Joun pour ne pas le faire passer pour un ingrat. Lucas répète sans surprise la même réponse que la dernière fois, à savoir « Ouais. Pourquoi pas? Si j'ai le temps. » Cela plonge aussitôt Isabelle dans une colère, la faisant crier sur Lucas. Sur le point de partir, Perruanjoun regarde ensuite une dernière fois ses camarades en silence. Lucas, qui semble beaucoup apprécier Perruanjoun, répond par le même regard silencieux. Tout comme Isabelle, qui montre un sourire amical debout derrière Lucas. Cette dernière rougit légèrement en pensant que Lucas et Perruanjoun ont un beau regard l'un envers l'autre. En les regardant ainsi, elle a l'impression que ce sont des amis de longue date. On peut voir qu'au même moment, Perruanjoun s'est décidé à partir, faisant un geste d'au revoir en partant. Lucas fait de même en le regardant partir. Se retrouvant seul avec Isabelle, Lucas regarde Perruanjoun s'éloigner en déclarant que c'est un bon gars. Que c'est à ça que devrait ressembler un noble. Partageant son avis, Isabelle ajoute qu'il est splendide. En ricanant, Lucas ajoute à son tour qu'en plus, Perruanjoun a beaucoup d'argent. Ce qui ne tarde pas à faire réagir Isabelle, qui tente tant bien que mal à garder son calme. Cependant Lucas remarque finalement cette dernière, alors qu'elle commençait à bouillir intérieurement. On peut voir les deux camarades se tenir sur le pont au clair de lune, on peut entendre au même moment les cris d'Isabelle qui s'excuse pour la énième fois, de ne pas avoir emmené de l'argent avec elle. La jeune fille a hurlé ces mots si fort, que sa voix pouvait être entendue à des kilomètres à la ronde.